à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Récap Info. Et cette semaine, je reçois Pascal Clouer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Grenoble, en charge de la démocratie locale, mais également de l'économie de proximité et de tout ce qui concerne l'Europe. Vous êtes également conseiller communautaire et membre du groupe politique Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. L'actualité cette semaine pour vous a commencé avec le premier conseil municipal de rentrée de la ville de Grenoble. C'était donc lundi et vous portiez, Pascal Clouer, une délibération en soutien au commerce de proximité. Mais avant cela, la parole a été donnée à l'atelier projet et leurs représentants, Agnès et Jérémy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'atelier projet ? C'est une forme extrêmement intéressante de participation citoyenne. Il s'agit en fait de jurys citoyens. Ce sont 30 personnes, dont une majorité de tirés au sort, une majorité qui proviennent des associations grenobloises, les conseils citoyens indépendants également, les unions de quartier, une personne du conseil des résidents étrangers, qui se retrouvent 4 demi-journées et qui vont s'emparer d'un thème. Nous avons défini 3 thèmes cette année. Vous venez de le dire, la question des commerces, la question des personnes âgées en situation de handicap et également la question de la cohabitation payer-ton-cycle. Ils vont auditionner des experts, ils vont auditionner des techniciens, ils vont auditionner des élus. Ils vont se former pour se faire un avis sur cette question dont ils s'emparent. Et à la suite de cet avis-là, ils vont le proposer à l'exécutif municipal et en conseil municipal, ils vont dire leurs préconisations et nous nous sommes engagés à Grenoble à répondre à chacune de leurs préconisations, à les intégrer ou non dans les politiques publiques à l'aide de délibérations ou lorsque les compétences engagent plus largement que celles de la ville de Grenoble, à faire appel aux collectivités, aux acteurs qui seraient concernés par ces actions. Alors, c'est donc ce qui s'est passé lundi au propos des commerces de proximité. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur leurs préconisations et les réponses que vous leur avez apportées ? C'est extrêmement intéressant. Il y a eu des préconisations. Guy Julien, qui était vice-président de la métro, était présent aussi. Il y a eu des préconisations, Guy l'a dit lui-même, que les élus n'osent pas faire habituellement. Par exemple, sur la question de l'offre et de la qualification de l'offre commerciale. C'est des préconisations qui touchent directement les commerçants. L'innovation sur de nouveaux services, l'innovation dans de nouvelles façons d'accueillir, dans de nouvelles façons de présenter l'offre, dans de nouveaux produits. Bref, faire en sorte que cette innovation commerciale soit au cœur des centres-villes de manière à faire revenir à concurrencer ce qui se passe sur Internet notamment ou ce qui se passe dans d'autres espaces. Je pense au commerce de proximité dans les grandes surfaces. Et puis des préconisations plus classiques sur la question de la sécurité, de la propreté, sur des questions liées aux accès en ville, qui ont fait l'objet donc au total de 14 préconisations. Et nous avons la métro, le syndicat mixte des transports en commun et la ville de Grenoble, avec bien sûr les associations des commerçants de Grenoble, et puis les consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers, travailler pendant plusieurs semaines pour répondre point par point à leurs préconisations, et soit répondre en mobilisant des politiques publiques que nous avons déjà engagées, soit en faisant des propositions de réflexion, de pistes à approfondir dans un certain nombre de domaines. Alors, quelques-unes de ces préconisations, en tout cas de ces choses que vous avez déjà mises en place, et puis ensuite on parlera peut-être des pistes. Alors, une politique extrêmement importante qui concerne la question de l'embellissement du centre-ville. On a eu des demandes très claires des habitants qui ont travaillé avec les experts en nous disant le centre-ville fonctionnera à partir du moment où on aura un plateau piéton extrêmement large en cœur de ville et où on aura envie de venir pour flâner. Alors à ça, on leur a répondu le projet cœur de ville, cœur de métropole, en tout cas à Grenoble, puisque en fait, vous avez remarqué, il y a des travaux partout à Grenoble en ce moment. On y reviendra. C'est pas un moment qui est très facile pour les commerçants, je le concède bien, mais dans quelques semaines, l'ensemble de ces travaux seront finis et vont nous offrir un centre-ville embelli, un centre-ville avec de la végétalisation,
avec des fontaines. On a également veillé à ce que tout l'éclairage public soit refait à Grenoble. On va voir dans quelques instants peut-être des images de la place Grenette. Oui. Donc c'est un des endroits où vous avez voulu... en tout cas, montrer que la ville La place Grenette est symbolique. C'est le cœur de Grenoble. C'est là que bat le cœur de la ville. Et puis, je pense aussi à la rue de la République, qui est en train d'être finie là ces jours-ci. J'invite les Grenoblois et les gens de la métropole à passer, vous allez voir que dans quelques temps, ces rues Montorge, place Grenette, rue de la République, et puis d'autres rues, je pense à tout le quartier Chenoise, Brocherie, etc., qui vient d'être fini, lui, qui renouvelle complètement la ville et qui font que du pont Saint-Laurent, qui a été refait l'an dernier, à neuf, place de la Simèze, derrière les quartiers Saint-Laurent, en passant par le pont Saint-Laurent, jusqu'au quartier Hoche, disons, ou même derrière la rue La Canale, qu'on est en train de refaire en ce moment, derrière la place Championnet, un grand plateau piéton ouvert à tous les Grenoblois et qui anticipe une reprise du commerce en cœur de ville. Il a été notamment question aussi de l'ancien siège du Crédit Agricole. Que va-t-il devenir? Qui est propriété de la ville désormais? Exactement, au bout de la rue Lafayette et de la rue de la République, là en plein cœur de ville aussi, on a effectivement un local qui s'appelle le Crédit Agricole. Alors c'est pas celui-ci, voilà. Non, celui-là c'est un local. Celui-ci deviendra un local pour les personnels pour les personnels de la ville, effectivement. Mais le local du Crédit Agricole qui était donc rue Lafayette. Rue Lafayette, donc en cœur de ville, juste à côté, juste en dessous de la bibliothèque du centre-ville, à côté du marché des Halles Sainte-Claire, qu'on a aussi refait récemment. Toujours tout près de la rue de la République. Toujours tout près de la rue de la République. Donc là, on va reprendre le local, le refaire, le réhabiliter et avec la métropole, réaliser un lieu qui nous permettra de tester de nouveaux concepts commerciaux. Ce local-là... Alors, de nouveaux concepts commerciaux, c'est un peu... il y a des concepts commerciaux dans tous les domaines. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous allez dans un salon de thé aujourd'hui, vous payez à la consommation. Vous prenez un café, vous payez le café, etc. On a dans d'autres villes d'Europe, par exemple, sur cet exemple très précis, de nouvelles façons de faire. Vous ne payez pas à la consommation, vous payez au temps passé. Vous avez un espace qui est un espace type coworking, extrêmement agréable, avec une sorte de buffet. Et vous restez un quart d'heure, vous payez un quart d'heure, vous restez 2 heures, vous restez 2 heures. Donc on a de nouveaux concepts commerciaux de ce type-là qui existent, mais aussi des concepts commerciaux où les commerces sont mélangés. On va chez un coiffeur, mais aussi on peut acheter des vêtements. On va chez un épicier, mais il y a aussi une librairie. On a des concepts de circuits courts. Alors, il y en a certains à Grenoble où on n'achète pas des produits emballés, mais on vient avec ses pots et on achète le produit en vrac. Voilà, et également les magasins de producteurs. Les magasins de producteurs, etc. Donc, on a un imaginaire commercial qui est extrêmement riche, pour peu qu'on veuille le regarder d'assez près. Et donc, on a un premier local qui va nous servir à ça. Mais ce local, il sert aussi à amorcer une politique publique qui a été préconisée par l'atelier de projet, qui est la foncière commerciale. C'est une politique métropolitaine. Nous allons, d'ici la fin de ce mandat, avoir une société d'économie mixte qui va nous permettre, pour la métropole, avec un doté de financement très important, que la collectivité rachète un certain nombre de locales, de cellules commerciales. Et à Grenoble, nous avons identifié 10 rues et dans différentes communes aussi également. Je pense à Visil, parce que c'est une commune aussi qui souffre beaucoup au niveau commercial. Au sud de la métropole. Au sud de la métropole. Alors on parle de métropole, une petite parenthèse, parce que la métropole a la compétence également du commerce de proximité. La compétence du commerce, de l'économie, qui était à la ville de Grenoble en 2014, a été transférée en 2015 à la métropole, avec ses personnels et avec ses budgets. Et c'est donc la métropole qui gère cette politique publique. Mais
en étroite relation avec la ville. Ce que nous faisons avec la métropole, on travaille main dans la main avec Guy Julien, qui est le vice-président au commerce de la métropole. Et donc, c'est fait de manière la plus harmonieuse possible. Alors, quelles sont ces rues, peut-être, si vous les avez déjà identifiées? Je ne vais pas toutes les citer, parce que je voudrais... Mais par exemple, Grand Rue, va être une grande rue. On a la rue Chenoise, on a un certain nombre de rues du côté Beria, Saint-Bruno. Et comment ça fonctionnerait? Alors, la foncière achète le local, remet à neuf le local, le refait en proto-aménagement commercial. La métro, avec la foncière, font un appel d'offres pour installer des commerces à des tarifs qui vont être attractifs et intéressants. Et qui vont nous repermettre, du coup, les commerces sont déjà, les cellules commerciales sont déjà plus ou moins identifiées. On sait quel commerce peut aller où. On sait quel commerce on peut acheter et on peut avoir une action très précise sur la destination du commerce qui nous permet ensuite d'attirer d'autres commerces et qui nous permet aussi d'avoir une action sur le coût de location des commerces à Grenoble. Parce qu'on sait que les coûts sont sont relativement élevés. On vient de prendre, il y a encore une heure de cela, j'étais en conseil de métropole et nous avons porté une délibération sur la question des friches commerciales. C'est-à-dire qu'on a porté 4 délibérations, des délibérations qui visent à réduire la fiscalité dans un certain nombre de domaines, et puis une délibération sur les friches commerciales qui fait que au bout de 3 ans, si un local commercial n'est pas loué, on va avoir dans toute la métropole, sous réserve que vraiment le local n'a pas été cherché, si le propriétaire nous dit qu'il a essayé de le louer et qu'il n'a pas réussi à le louer, bien sûr, on va pas l'embêter, etc. Mais si on a des tarifs qui sont extrêmement excessifs, qu'on n'a eu aucune offre, etc., et que du coup on a une vacance qui est liée très précisément à un coût de local qui est exorbitant, à ce moment-là, au bout de la 3e année, on a une taxe foncière qui augmente de 10% et ça suit sur les 3 années suivantes. Alors lundi soir, donc Guy Julien était présent également l'opposition qui n'a pas manqué de tacler votre délibération et elle lui a notamment reproché le manque d'action. Alors là, c'était Guy Julien, on ne l'entendra pas, mais on va passer juste aux médias suivants. Et l'opposition a taclé le manque d'action en disant que malgré ce que vous dites, finalement, vous n'en faites pas assez. On n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez et je suis déterminé, nous sommes déterminés, l'ensemble des élus de la majorité et à la métropole et à la ville de Grenoble sont déterminés à en faire le maximum pour aider, notamment en ce qui me concerne, la politique commerciale. Vous savez, les commerces subissent depuis quelques années des transformations radicales, changements dans les modes de consommation comme on n'a jamais vu. Individualisation des pratiques de consommation, immédiateté de l'achat. On veut le produit qui nous distingue des autres et on le veut tout de suite. Et chez soi. Et chez soi, en plus, sans se déplacer. Qui est-ce qui peut lutter contre ça ? Internet. Quel commerce indépendant ou moyennement indépendant a suffisamment de stock pour avoir un choix extraordinaire qui permette à chacun d'avoir le produit qui le différencie des autres ? Personne aujourd'hui. Donc on voit bien que les changements des modes de consommation sont aussi liés à la pratique d'Internet. Il y a une facilité d'acheter en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le dimanche, etc. Mais c'est aussi convergent avec ces nouvelles habitudes de consommation. Deuxième chose, les grandes surfaces en périphérie. Depuis les années 80, 90, 2000, on a construit un certain nombre, ici particulièrement à Grenoble, de grandes surfaces tout autour de la ville, qui font que les commerces de centre-ville est siphonné par rapport à ça d'une certaine manière. Et donc, ce qu'on a dit, et à la métropole, c'est qu'il nous faut une politique d'équilibre de l'armature commerciale dans la périphérie grenobloise. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis enfin, la dernière chose, c'est la question des prix. D'où la foncière commerciale. Les prix des commerces sont d'une manière générale, relativement élevé. Et ça s'explique aussi, bien sûr. Donc les prix des commerces, du local commercial est élevé. Du coup, les commerçants répercutent parfois le prix sur la vente de leurs produits. Et ce qui fait aussi que, malgré tout, sur Internet, on peut parfois trouver des prix un petit peu moins chers. Tout ça est un engrenage. Bien sûr. Un commerçant qui fait 100% full web, et il a son stock à gérer et son site. Est-ce que les commerçants sont prêts ? Vous avez discuté avec eux, vous avez eu des rendez-vous avec les chambres consulaires. Est-ce qu'ils sont prêts à tous ces changements ? Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, ils en sont tous conscients. Ils sont tous conscients de ces changements-là.
un certain nombre d'entre eux, ils sont prêts. Les grandes enseignes, ils sont prêtes parce qu'elles ont aussi des cellules de recherche et développement, etc., qui leur permet aussi de prendre un petit peu d'avance. La question se pose sur le commerce indépendant. Est-ce que le commerçant indépendant est prêt à intégrer tous ces changements-là ? Je pense que oui, il faut qu'on l'aide et nous avons aussi opté à la métro pour un certain nombre de propositions d'aide au commerce, ce qu'on appelle les aides directes. Alors on parle de dynamisation des commerces de proximité du centre-ville, tout en lançant, et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à la ville, à la métro, des grands projets, la requalification de Grand Place, qui n'est pas au centre-ville de Grenoble, le projet Nerpic à Saint-Martin-d'Air. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Sur le projet Nerpic, notre majorité était claire dès le départ. On sait comment on a voté. En conseil de métropole, nous nous sommes inscrits contre le projet Nerpic tel qu'il est pensé aujourd'hui. Il est évident que Saint-Martin-d'Air a besoin d'un centre-ville. Il est évident que Saint-Martin-d'Air a sans doute besoin d'un lieu où convergent des commerces, mais également des services aux habitants, et que ce ne soit pas un lieu 100% privé, avec des commerces qui ont et qui vont avoir, c'est inévitable, les études le disent, un impact sur le centre-ville. Il y a un collectif actuellement qui s'appelle Nerpic Autrement, qui fait un travail extrêmement intéressant. Ils sont en train de construire, dans une dynamique citoyenne, une proposition pour qu'à cet endroit-là, qui est une friche commerciale avec un fort potentiel, sur des services avec l'université, sur des services publics, sur un lieu culturel, sur un lieu commercial, sur un lieu qui mêle le public, le privé, etc. Ils sont en train de construire un projet alternatif. On en voit quelques brides arriver qui est fantastique. Sur Grand Place, ça n'a rien à voir. Grand Place, c'est un projet qui est installé depuis 50 ans. Nerpic n'existe pas encore. Sur Grand Place, on avait quoi comme choix ? Soit on le requalifiait, soit on allait tout droit vers une friche commerciale. On n'avait pas envie d'avoir une friche commerciale sur le pôle sud. Et Grand Place, c'est un projet de requalification qui, somme toute, fait à peu près 4000 m² de surface commerciale de plus, contre 50 000 m² de l'autre côté, dont 50% en surface commerciale à Nerpic, s'il se fait tel qu'il est prévu aujourd'hui. S'il se fait. Je veux dire, rien n'est encore sorti de terre. Nous avons encore les moyens d'agir, de réorienter pour que Saint-Martin-d'Air puisse avoir un centre-ville qui soit un projet construit, co-construit avec les habitants. Est-ce que vous pourriez imaginer de proposer à des commerçants du centre-ville d'aller s'installer à Grand Place, dans le Grand Place requalifié? Mais ça, vous savez, le pouvoir public sur les négociations commerciales entre les foncières et les commerçants, on n'a pas notre mot à dire. Vous n'avez pas la main. On n'a pas la main. Les commerçants font ce qu'ils jugent bon de faire. Notre objectif, c'est de mettre en place un contexte qui soit le plus favorable possible pour le commerce, mais qui soit plus favorable possible pour le commerce de proximité, pour le commerce de destination, pour le commerce de centre-ville, le commerce qui va rapprocher les gens, le commerce qui va animer une ville, le commerce qui va créer du lien social. C'est ça qui nous intéresse fondamentalement. Alors, et puis on en a dit un mot tout à l'heure, certains commerçants ont quand même toujours du mal à digérer les désagréments consécutifs aux travaux cœur de ville, cœur de métropole. On va voir les images qui ont été tournées aujourd'hui même. Courberia, on voit que c'est quand même loin d'être terminé. Certains commerçants ont expliqué à notre journaliste qu'ils étaient à bout, qu'ils allaient fermer boutique. C'est préoccupant quand même. Oui, je les comprends. Vous savez, quand il y a des travaux, là on voit le Courberia, quand le Courberia va être fini, vous allez voir, ça va être magnifique. De même que tous les endroits où on est en train de faire des travaux. En attendant, il faut effectivement tenir. C'est vrai que cette période de travaux est une période compliquée pour les commerçants. Et elle est rendue d'autant plus compliquée que vous avez remarqué qu'à Grenoble, on a fait des travaux partout, en même temps, d'une certaine manière. Mais cette surface étendue sur tous les travaux, elle témoigne aussi de la nécessité qu'il y avait de faire des travaux dans une ville dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en dehors du tramway les 20 dernières années. Voilà, aux travaux d'embellissement se sont associés les travaux de changement de canalisation, de voirie, etc. Oui, exactement, quand on refait le plateau. C'est pour ça que ça a été
Ça a été un petit peu plus long, ça a coincé. Et on a fait le choix, c'est vrai, de faire beaucoup de travaux en même temps, dans une première passe, parce qu'il va rester sur le prochain mandat beaucoup d'autres travaux à réaliser. Alors par exemple, la place Victor Hugo, les travaux devaient débuter cet automne. Ils ont été repoussés. Ça veut dire que le marché de Noël aura bien lieu cette année, place Victor Hugo. Oui. On n'a pas souhaité prendre trop de risques par rapport à la place Victor Hugo, notamment par rapport au marché de Noël. Il suffisait qu'on ait une semaine, 10 jours de retard de livraison sur certains matériels, etc. Et le marché de Noël ne pouvait pas se dérouler place Victor Hugo. Parce qu'il y a des commerçants qui viennent de la France entière. Oui, et dans tous les cas, on avait garanti aux commerçants que les travaux seraient finis avant pour qu'ils puissent faire le marché de Noël. Mais il y avait un risque que le projet dérape un petit peu. On n'a pas pris de risque. On a dit place Victor Hugo, les projets seront repoussés au prochain mandat. Mais vous voyez qu'on a déjà fait... dans le cadre de cœur de ville, cœur de métro, pour les commerces, mais pas que pour les commerces, aussi pour les habitants. Je veux dire, on voit la ville qui s'est transformée là. Il suffit de prendre son vélo, d'aller faire un tour à pied dans Grenoble et ça saute aux yeux tout ce qui est en train d'être fait. Vous allez, dans quelques semaines, ça va se voir de manière encore plus conséquente pour remarquer qu'il y a eu des changements majeurs d'opérer. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a d'autres changements majeurs qui vont arriver et qui sont nécessaires à Grenoble. Alors, votre autre délégation, c'est la démocratie locale. On est en plein dans le vote des budgets participatifs. Ces budgets participatifs sont au nombre de 21, si je ne me trompe pas. On peut voter jusqu'au 5 octobre. On peut déjà voter en ligne depuis le début du mois de septembre. Et puis, à compter du 1er octobre, on pourra voter dans les bureaux de vote physiquement installés en mairie ou dans les maisons des habitants. Rappelez-nous qui peut voter. Tout habitant de Grenoble de plus de 16 ans. Les modalités de vote sont extrêmement simples. On les a simplifiées encore cette année, puisque vous savez que les autres années, il y avait un gros projet à plus de 200 000 euros, un petit projet, etc. Parce que l'enveloppe globale, c'est 800 000 euros d'investissement. En fait, il s'agit d'une politique publique qui vise à donner du pouvoir d'agir. Ça part de notre vision politique, qui est de se dire que, en termes de participation, ce qui est intéressant, c'est bien sûr la participation, mais c'est aussi la décision. Alors certains nous reprocheront qu'il ne s'agit que de 800 000 euros, etc., et qu'on pourrait faire plus, bien sûr, on y reviendra si vous voulez bien. Mais c'est déjà 800 000 euros de budget d'investissement, c'est du pouvoir d'agir aux habitants. Je citerai les autres politiques publiques sur lesquelles on a donné du pouvoir d'agir quand même. Les chantiers ouverts au public, le dispositif d'interpellation, j'espère qu'on aura 2 minutes pour en reparler. Et toutes nos politiques publiques en termes de démocratie locale ont cet objectif-là. Diversification d'un ensemble de dispositifs pour donner du pouvoir d'agir. Là, tout simplement, je décide, je propose, les Grenoblois proposent et décident directement du fléchage de 800 000 euros d'investissement sur un certain nombre de projets de solidarité, de végétalisation, nature en ville, aménagement de l'espace public, c'est très varié. Mobilité. On va voir quelques images des projets qui sont proposés, en tout cas des porteurs de projets. Donc ces vidéos, on peut les retrouver sur le site de la ville de Grenoble, avec à chaque fois le budget correspondant. Donc ça demande un petit peu d'apprentissage. Ces porteurs de projets, ils prennent vraiment la chose à bras-le-corps. Il faut qu'ils donnent d'eux-mêmes pour y aller à fond. Oui, c'est formidable. Ce sont des citoyennes et des citoyens grenoblois qui ont des idées pour améliorer leur quartier, pour des idées au niveau de la solidarité, des idées au niveau de la lutte contre le changement climatique, et qui proposent un projet dans l'espace public, dans leur quartier, et qui du coup apprennent à faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire à aller voir d'autres personnes, essayer de les convaincre, d'adhérer à leur projet, de rassembler, de trouver d'autres citoyens qui ont envie de faire avec, qui ont envie de faire une ville qui leur convienne, de proposer des choses auxquelles les élus n'auraient visiblement jamais pensé. On revient sur l'histoire de l'atelier projet, où parfois les citoyens sont même souvent un peu plus téméraires que les élus. C'est vrai, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de dispositifs qui ont ces objectifs-là, de pouvoir explorer des pistes, de nouvelles manières de faire de la démocratie participative au niveau local. C'est ce qu'on a fait durant tout le mandat.
en prolongement de l'histoire de Grenoble. La démocratie locale, dans notre histoire, depuis la Révolution française, Grenoble, berceau de la Révolution française, en passant par les premières mutuelles au début du XVIIIe siècle, les gantiers, les artisans gantiers ont fait les premières mutuelles, les premières unions de quartier, je pense à l'union de quartier de l'Île Verte qui va bientôt, dans quelques années, fêter son centenaire, qui sont des associations où naît la démocratie locale. Je pense au planning familial en 1961. Le premier de France qui a démarré à Grenoble, lieu d'expression de la liberté, lieu de l'émancipation. Je pense aux expériences d'Ugam, d'Hubert Dubedou, lieu d'émancipation de la personne au sens d'expression de la liberté. Nous nous inscrivons dans cette histoire-là. L'histoire de Grenoble nous oblige en termes de démocratie locale. D'une certaine manière, nous n'avons pas le choix. Et dans cette filiation-là de l'émancipation de la personne, de l'expression de la liberté, nous rajoutons l'objectif de lutte, d'adaptation au changement climatique. Et donc le fait de pouvoir décider ensemble d'un certain nombre de changements majeurs que nous aurons à entreprendre dans les années qui viennent. L'ensemble des politiques publiques conduites à Grenoble sur la question de la démocratie locale sont porteuses de cette ambition-là, de faire ville ensemble, de décider ensemble de ce vers quoi nous voulons aller, parce que nous savons que les défis qui sont devant nous, qui sont... Moi, à mon avis, vous savez, le changement climatique va être structurant de toutes les politiques publiques dans le futur, dans les années futures, etc. Et vont impliquer des changements majeurs. Et ces changements, il est préférable que nous les fassions ensemble pour deux raisons. Pour ne pas tomber dans des systèmes qui soient des systèmes coercitifs extrêmement complexes à vivre d'une certaine manière, et puis aussi par souci d'efficacité. Parce que ce que nous décidons ensemble, nous l'appliquons de manière plus rapide, plus simple. Nous changeons les comportements qu'il faut changer de manière collective, en essayant de les aligner au maximum sur cette question. Mais alors, si ce décisionnel ensemble est si important, pourquoi ne lui accorder que 800 000 euros ? Alors voilà, ça c'est une très très bonne question. Je vous assure que j'ai posé la même à mes collègues de la majorité qui adhèrent à 200% sur ces politiques-là, pour des raisons toutes simples. C'est que nous avons rencontré à Grenoble une situation financière extrêmement compliquée, extrêmement tendue, qui fait que les marges de manœuvre sur nos budgets et en investissement et en fonctionnement ont été, durant tout ce mandat, extrêmement réduites. Je vous rappelle l'ensemble des plans que nous avons faits, notamment le plan de sauvegarde sur le budget municipal à partir de la deuxième année de mandat. Donc la situation financière de la ville ne nous a pas autorisé des marges de manœuvre qui nous permettaient d'aller plus loin dans ces politiques publiques-là. Il faudra le faire, c'est inévitable. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que on est sorti quand même de la logique de la participation basée sur les conseils, etc. Oui, parce que vous avez essayé. Ça n'a pas toujours marché. C'est vrai, les personnes qui sont tirées au sort ne restaient pas dans l'ensemble des conseils qu'on a mis en place. En revanche, sur les ateliers de projet, c'est-à-dire sur les jurys citoyens, où il y a un thème précis de défini, où il y a une durée précise de défini, où ils savent qu'ils vont penser au conseil municipal pour proposer leurs propositions, etc. Ce qu'on a vu sur l'atelier de projet, sur le commerce de proximité, là, ça marche bien. Ceux qui sont tirés au sort restent. Il faut être guidé. Oui, puis ça ne dure pas longtemps. C'est court, c'est resserré, on va interviewer des gens, etc. Il y a un contrat qui fait qu'on sait qu'on va être écouté en conseil municipal, que le maire va être obligé de répondre, le maire, enfin, ou ses délégués vont être obligés de répondre aux préconisations qu'on a faites. Il va y avoir une délibération qui va être prise, etc. Vous voyez, c'est du concret. Là, les gens qui sont tirés au sort participent d'une certaine manière. Les conseils traditionnels, ils participent quand même beaucoup moins. Ces budgets participatifs, on peut parfois se demander s'il n'y a pas des propositions qui sont faites, qui sont dans le nombre des 21, mais qui auraient tout aussi bien pu être des délibérations municipales. Je pense peut-être aux défibrillateurs cardiaques en accès libre. Pourquoi, mais pourquoi ça ne rentre pas dans ce cadre-là ? Tous les projets qui sont décidés par les habitants au titre des budgets participatifs pourraient faire l'objet de propositions directement des élus. Tous. Voilà. Notre objectif, c'est d'une certaine manière de partager la décision publique, de construire une société de la co-responsabilité, de faire qu'il n'y ait pas, d'un côté la démocratie représentative et puis de l'autre la participation des citoyens, puis c'est tout. Mais qu'il y ait de la démocratie représentative et de l'autre côté de la participation décisionnelle, de faire en sorte qu'une partie qui relève, on va dire,
de politique structurante de l'intérêt général, qui relève aussi d'une vision politique, d'une certaine analyse politique, d'une certaine perspective politique. Et là, c'est du débat politique, hein, entre les positions des uns et les positions des autres, fasse plutôt l'objet, disons, de politique de représentation dans un premier temps. Mais il y a tout un champ qui est énorme à côté, qui peut faire l'objet de décisions directes des citoyens. Il y a toujours une tension entre la démocratie représentative et la démocratie participative, directe, la démocratie d'expression. Parce qu'il y a une limite peut-être. On ne peut pas demander aux gens de décider. Voilà, ils ont élu une équipe qui a un conseil municipal, il y a un maire qui prend des décisions. On ne peut pas demander aux gens de prendre ces décisions à leur place. Il y a peut-être des domaines entre guillemets régaliens, dans lesquels ils ne pourront jamais interférer. Alors, je ne réponds pas à l'affirmative à cette question-là. Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire quelle est la place de la démocratie directe dans notre système de gouvernance. Je crois fondamentalement, mais là c'est la prospective politique, que nous devons repenser nos systèmes de gouvernance, que nous devons repenser nos systèmes de la délibération publique, et que ce que nous avons fait à Grenoble de manière extrêmement exploratoire là, sur la démocratie participative, qui demande à être consolidée, qui demande à être repensée, qui demande à être interrogée, qui demande à être évaluée, ce que nous avons fait en permanence, mais il faut sans doute aller plus loin, qui demande à être critiquée, bien entendu, doit être fait avec cette perspective-là d'interroger de nouveaux modes de gouvernance. Voilà. Et puisque l'on parle de nouveaux modes de gouvernance, la municipalité actuelle avait tenté la votation citoyenne qui avait été retoquée par le tribunal administratif de Grenoble en mai 2018. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agissait et puis où on en est aujourd'hui ? Oui, c'est une proposition aussi qui visait à donner du pouvoir d'agir, de façon à ce que les habitants, à partir du moment où il y a une pétition de 2000 signatures qui est proposée, cette pétition passe en conseil municipal, elle est débattue en conseil municipal, le conseil municipal peut la prendre à son compte en la faisant rentrer dans un circuit administratif de délibération, ou peut la rejeter. À ce moment-là, le rejet entraîne une votation citoyenne qui va être décisionnelle. Et il y a une troisième voie aussi, qui n'a pas été pensé au début du dispositif pour des raisons toutes simples. C'est parce que on a exploré ce dispositif, mais qui est né en cours de dispositif, qui est aussi la voie de la négociation. C'est-à-dire que les citoyens proposent la solution A à travers leur pétition, la ville propose la solution B, et puis il y a une négociation entre les deux qui fait qu'on aboutit à la solution C. C'est ce qu'on a fait sur les bibliothèques, avec une réserve qui est de dire, quand on négocie avec le pétitionnaire qui a 2000 signatures, est-ce qu'on négocie avec les 2000 signataires ou est-ce qu'on négocie avec ceux qui ont déposé la signature ou avec qui est-ce qu'on négocie ? C'est vrai que c'est aussi une question qu'on s'est posée et il a fallu la résoudre en marchant, j'allais dire. Donc, c'est ce dispositif-là qui a été retoqué pour plusieurs raisons. D'abord, on faisait voter les plus de 16 ans. On était dans une vision, disons, de la citoyenneté qui n'était pas la définition juridico-politique telle qu'elle est définie dans la loi. Plus de 16 ans, plus de 16 ans, et puis les résidents étrangers pouvaient voter. Pourquoi ? Parce que ça s'appuie sur une de nos convictions politiques, c'est le fait d'habiter la ville qui fait qu'on peut participer aux décisions de sa commune, aux décisions qu'on prend sur les orientations de proximité. Troisième chose, le tribunal a plaidé en disant que le maire, on ne peut pas imposer au maire un sujet en conseil municipal. Les citoyens ne peuvent pas. C'est seul le maire est souverain. Et puis deuxième chose, on ne peut pas imposer aux élus de voter dans un sens qu'ils n'auraient pas voté. Il n'y a pas de mandat impératif d'une certaine manière. Est-ce que vous allez représenter un texte ? On a fait appel. Au tribunal d'appel de Lyon. L'appel est dans le circuit administratif. On verra où ça en est dans les prochains mois, prochaines semaines, je ne sais pas. Alors votre municipalité regrette évidemment cette décision de la juridiction administrative et pourtant refuse d'organiser un référendum d'initiative citoyenne, un RIC, que demande un collectif d'habitants de la Villeneuve. Mais le dispositif d'interpellation citoyenne tel que je viens de vous le décrire, c'était un référendum d'initiative citoyenne avant l'heure.
Avant le mouvement des Gilets jaunes, la ville de Grenoble avait mis en place un référendum d'initiative citoyenne, ni plus ni moins. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas là pour ces habitants de la ville? Parce que le tribunal administratif nous a dit que c'était pas possible de le mettre en place. Donc on applique la loi. Ça, c'est la première raison, mais qui est sans doute la raison centrale quand même. Et puis la deuxième raison, c'est que vous savez que depuis le 1er septembre, on est dans une période électorale qui limite très fortement l'action de la municipalité. Alors, puisqu'on en parle, donc en mars prochain, les élections municipales, Éric Piolle a annoncé il y a quelques jours qu'il se représentait. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez continuer à ses côtés? Moi, je souhaite continuer et poursuivre à construire un projet avec les citoyens grenoblois. On sent que en ce moment, à Grenoble, il se passe un certain nombre de choses pour les observateurs avertis ou même pour d'autres, etc. Il y a des discussions qui sont en train de se nouer dans tous les cercles, que ce soit les cercles sportifs, culturels, citoyens, économiques, commerçants, etc. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que la campagne qui va arriver va être une campagne qui va se nouer, en tout cas c'est notre souhait, c'est le souhait d'Éric Piolle, il l'a dit, de porter ce que va porter, d'une certaine manière, à Grenoble, le mouvement des citoyens. Cette semaine, Éric Piolle a également annoncé, suite au décès de Jacques Chirac, qu'il allait proposer au prochain conseil municipal qu'un lieu emblématique de Grenoble porte le nom de l'ancien président de la République. Est-ce que vous savez de quel lieu il s'agit? Je ne sais pas. On a le parc Pompidou à Grenoble, on a l'esplanade Mitterrand, François Mitterrand. Jacques Chirac, c'est quand même le président de tous les Français. Nous sommes en responsabilité à la ville et donc les élus de tous les Grenoblois. Il est normal que le président Chirac, dans une vision républicaine, puisse avoir, comme le président Mitterrand, comme le président Pompidou, qui sont morts tous les deux, un espace qui lui soit consacré en hommage à son action publique. Alors on sait que Jacques Chirac avait peut-être une vision, en tout cas, de ce qui nous attendait sur le climat. Ouais, la maison brûle à Johannesburg. La maison brûle à Johannesburg. Voilà. C'était lui. Discours fantastique. Voilà. Est-ce que ça entre dans la lignée de la candidature de Grenoble, capitale verte européenne? Bien sûr. La maison brûle. Nous sommes aujourd'hui face à des défis climatiques qui sont de première importance. Vous savez que récemment, on va avoir le rapport du GIEC dans quelques jours. Il faudra... D'ailleurs, Samuel Morin, un grenoblois qui a participé à ce rapport du GIEC, devrait venir sur un des plateaux de Télé Grenoble la semaine prochaine. On aura des questions à lui poser. Je le regarderai attentivement dans votre émission. J'espère que ça sera une émission qui sera très, très écoutée. Les scientifiques du monde entier nous disent qu'en réalité, ce n'est pas forcément 2 degrés supplémentaires qu'on y aura, ça pourrait être 7 degrés supplémentaires. Autrement dit, je peux dire que c'est l'apocalypse, mais enfin, on se prépare à des lendemains qui ne sont pas drôles du tout. Donc ça veut dire que cette question du changement climatique est aujourd'hui, de fait, au cœur de toutes nos politiques publiques. Parce qu'on n'a même plus le choix. On est face au mur aujourd'hui. Et donc, on doit, prendre conscience de ce qui nous arrive. Je pense que ce n'est pas facile d'en prendre conscience. Parce qu'on est facilement dans le déni en disant c'est des bêtises, non, etc. Vous avez vu, la semaine dernière, il faisait froid, donc il n'y a pas le changement climatique, etc. Mais on voit bien quand même ce qui se passe autour de nous. On voit bien qu'il y a une réalité d'un changement climatique. Ce changement climatique va entraîner des modifications considérables, sociales, économiques au niveau mondial. On commence à en voir un certain nombre de signes qui sont des signaux faibles pour l'instant qui vont s'accélérer et nous devons, dans nos politiques publiques, au niveau local, au niveau national, au niveau européen, anticiper absolument ce qui va arriver. C'est ce qu'on fait à Grenoble. On a dit que nous étions ville en transition. Nous avons cette ambition d'être capitale verte européenne pour porter les couleurs de la transition. Vous savez, la transition, c'est un mot valise. La transition dit souvent le changement, dit le monde qu'on quitte, dit qu'on va vers une autre rive, sans forcément donner précisément la direction. Parce que la transition dit que la direction, on ne la connaît pas, et on doit la trouver ensemble, à travers des discussions, des débats, etc. C'est ce que nous nous engageons à faire, à travers notre candidature Capitale verte européenne. C'est ce que nous avons fait de manière exploratoire dans toutes nos politiques publiques, mobilité,
aménagement de l'espace public, nature en ville, végétalisation, solidarité, suppression de la publicité dans l'espace public. On ne le voit plus aujourd'hui, mais moi, c'est une grande fierté pour moi, ça. C'est une grande fierté. Quand vous voyagez un peu, que vous allez dans d'autres communes, que vous avez des panneaux publicitaires de partout, regardez ce que nous avons fait au Grenoble dans tous les domaines des politiques publiques. Je crois qu'on a fait une première avancée, qu'il faut la consolider, que ce que nous avons fait au niveau local, c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. Il va falloir conforter ces politiques publiques lors d'un prochain mandat. Vous avez compris mon engagement, auprès d'Éric Piolle, bien sûr, mais aussi le conforter au niveau national et au niveau européen. Je vous remercie, Pascal Clouer, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne année électorale, alors. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup.